quand on entend d'abord Volodymyr Zelensky, la Crimée, c'est l'ultime bataille, c'est la mère des batailles. Et cette guerre s'achèvera en Crimée. Je vous propose d'abord de l'écouter parce que tout au long de ces mois de guerre, sauf peut-être tout au début, la Crimée pour lui, c'est l'objectif ultime. Vous savez, ça fait penser un peu à cette fameuse formule « un jour à Jérusalem ». On se retrouvera à Jérusalem. Eh bien là, c'est la même chose pour la Crimée. Écoutez Volodymyr Zelensky. Але ми будемо боротися, щоб повернути Крим, і не тільки словами. Тиждень складається з 7 днів. Планета Земля кругла, а Крим – це Україна. Російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалась з Криму і має закінчитись Кримом. Ми повернемо наш Крим. Я залюбки приїду в наш український деокупований Крим на море. Я хочу. Ce sera quand votre bain de mer en Crimée? En été 2023? Влітку непоганий варіант. Там гарна погода влітку. Voilà le tableau, voilà l'intention. Montage Baptiste Amossé avec Perrine Combeau et bien sûr, vous l'avez reconnu, notre ami et camarade Darius Rochemin. Et cette guerre, aujourd'hui, cette guerre de la Crimée, les Russes semblent s'y préparer. Et on voit des choses étranges. Les Russes creusent des tranchées sur les plages de Crimée. Bon, des tranchées sur une plage, pas spécialiste des questions militaires, mais ça paraît un peu bizarre. Ça paraît surtout un peu bizarre quand on sait que la marine ukrainienne, il y a peut-être quelques bateaux, mais enfin, on ne peut pas dire qu'il y ait réellement une marine militaire ukrainienne. Et la Russie décide aussi de transférer des bases de lancement de missiles qui étaient en Crimée ailleurs, à l'intérieur du territoire russe, en l'occurrence à Krasnodar, comme si ces bases étaient menacées ou risquaient de l'être dans les toutes prochaines semaines. Ça, c'est les éléments d'actualité. Maintenant, on va poser la question directement. La Crimée est-elle russe ou est-elle ukrainienne au regard de l'histoire, au regard de la démographie que nous racontent les faits? Ensuite, on peut en débattre. La politique, c'est une autre affaire. Le devenir d'un peuple, c'est une autre affaire. Mais il y a déjà des réalités que la plupart d'entre nous ignorent. Combien d'habitants en Crimée? On parle tout le temps de la Crimée, mais demandez autour de vous si tout le monde sait combien il y a d'habitants en Crimée. Quelle est la surface de la Crimée? Quelle est l'histoire de la Crimée? Alors ces questions, on va les poser, on va démêler le vrai du faux, et puis ensuite on débattra de cette question de savoir si la Crimée est essentiellement, j'allais dire, russe ou ukrainienne. D'abord, le vrai du faux sur la Crimée, voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc, c'est à la fois un cours d'histoire et de géographie, d'une certaine manière, auquel on va se livrer. Première question. La Crimée est historiquement ukrainienne. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, au sens strict, David, c'est faux. Dans les années 1770-1780, la Crimée, qui était sous l'autorité de l'Empire ottoman, devient russe. Le prince Grigori Potemkin, que voici, l'amant de la tsarine Catherine II de Russie, en devient le premier gouverneur. Malgré plusieurs guerres qui l'opposeront notamment à Napoléon III, allié aux Anglais et aux Ottomans, elle reste russe et intègre logiquement l'URSS après la révolution bolchevique. Pour rappel, c'est ensuite en Crimée, à Yalta, que Staline, Churchill et Franklin Roosevelt se réunissent en février 1945 pour décider du sort de l'Europe et de l'Allemagne, peu avant sa défaite. Mais en 1954 se produit un curieux événement. Nikita Khrouchtchev cède la Crimée à la République socialiste soviétique d'Ukraine, qui fait à l'époque partie de l'URSS. Arrive l'effondrement de cette même URSS en 1991. L'Ukraine devient alors indépendante. Dans la foulée, en 92, les Criméens proclament leur statut de république autonome au sein de l'Ukraine, ce que refuse Kiev. La Russie conserve quant à elle le port de Sébastopol. Mais lorsque Vladimir Poutine arrive au pouvoir, il tolère mal cet état de fait. En 2014, sous l'influence russe, est donc organisé un référendum. Il aboutit à l'annexion de la péninsule de Crimée par Moscou. On en reparlera de ce référendum. Deuxième question, ça c'est l'histoire à grands traits, mais c'est important de l'avoir en tête. Deuxième question d'un point de vue démographique maintenant. La Crimée est-elle aujourd'hui russe ou pro-russe?
la Crimée est pro-russe ou pro-russe. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est plutôt vrai. La Crimée, c'est 2 300 000 habitants sur une péninsule de 27 000 km², soit 3 fois la superficie de la Corse. 68% de ces habitants se disent d'origine russe contre 16% d'Ukrainiens et 11% de Tatars, c'est-à-dire la minorité musulmane de Crimée. 8 sur 10 de ces habitants sont russophones et considèrent même le russe comme leur langue maternelle, en tout cas en 2001, contre 1 sur 10 seulement pour l'ukrainien. Est-ce que cela signifie qu'ils sont toujours pro-russes aujourd'hui, après ces mois de guerre? À cela, David, il est impossible d'apporter une réponse claire. Alors, troisième affirmation, justement, le dernier scrutin, un référendum d'autodétermination sous supervision russe, s'est tenu en 2014, vous le mentionniez tout à l'heure. Il a confirmé qu'une majorité d'habitants se sentaient russes. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est vrai. Ce 16 mars 2014, à la suite de ce référendum, les habitants de Crimée votent à 96,77% en faveur d'un rattachement à Moscou, avec, disons-le, un taux de participation à 83%. La Crimée déclare donc son indépendance et la Russie l'annexe dans la foulée. Il faut noter, David, que l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui habituellement atteste du bon déroulé des élections, n'a pas supervisé ce scrutin, ce qui rend inévitable des soupçons de fraude. De fait, ce vote n'est pas reconnu par la communauté internationale dans son ensemble. Voilà, l'OSCE n'a pas été autorisé à superviser ce scrutin. Quatrième affirmation, les Occidentaux, même s'ils n'ont pas reconnu ce référendum, donc pour eux, c'est nul et non avenu. Parce qu'il n'y a aucun contrôle, parce que ça a été fait dans des conditions évidemment très, très contestables. C'est-à-dire que c'est une voie de fait, d'une certaine manière. Mais il y a eu un vote, il n'est pas reconnu. Mais pour autant, ces Occidentaux sont très prudents quant à l'idée d'une Crimée reconquise par les Ukrainiens. C'est vrai ou c'est faux? Bien, c'est vrai et c'est faux à la fois. Officiellement, pour toutes les capitales occidentales, la Crimée reste ukrainienne. Elle avait d'ailleurs, la Russie avait d'ailleurs subi des sanctions après ce référendum en 2014. Excusez-moi. Emmanuel Macron, par exemple, qualifie l'annexion de la Crimée de violation totale des normes les plus élémentaires du droit international. Pour lui, c'est aux Ukrainiens de décider du sort de la Crimée. Est-ce que vous pensez que quand nous, Françaises et Français, nous avons eu à vivre la prise de l'Alsace et de la Lorraine, on aurait aimé en pleine guerre qu'un dirigeant du reste du monde nous dise « vous devez faire ceci ou cela ». Et donc, je crois à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est au peuple ukrainien de disposer de lui-même et de décider à quelles conditions, comment, quand, pas à nous. John Kirby, le porte-parole américain de la Défense, est encore plus clair. On l'écoute. Crimea is Ukraine. Crimea is Ukraine. And the Ukrainians rightly get to decide where they're going to conduct operations inside their country, how they're going to conduct those operations, and at what speed, scale, and timeline. Voilà. Pour autant, on sent qu'ils n'encouragent pas spécialement les Ukrainiens à relancer cette bataille de la Crimée. Dernière affirmation, on a dit l'essentiel, mais dernière affirmation, pour autant on considère que la perte de la Crimée serait une ligne rouge pour Vladimir Poutine. Alors des lignes rouges, il y en a eu beaucoup qui ont été franchies, mais celle-là serait la ligne rouge, intangible cette fois pour lui. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est vrai, parce que Vladimir Poutine a lui-même ramené la Crimée dans le giron russe, que sa cote de popularité a bondi grâce à l'annexion, et aussi parce que cela reste une base militaire de Moscou et un lieu de villégiature très important pour les Russes. Mais par ailleurs, vous venez de le dire, David, on est habitué aux lignes rouges franchies qui n'ont pourtant pas suscité de réaction de Vladimir Poutine. Il est donc difficile d'avoir une réponse tranchée sur cette question. Merci Fanny. Voilà, il y a beaucoup de choses, mais c'était bien de voir d'abord les faits. À la lumière de ces faits et de votre analyse, la Crimée est-elle indiscutablement ukrainienne ou bien est-elle russe, François? Moi je suis à moitié luxembourgeois. Les arguments linguistiques et historiques qui ont été donnés devraient arriver à la conclusion que le Luxembourg appartient à l'Allemagne, et comme les Allemands d'ailleurs ont essayé de le faire pendant la Deuxième Guerre mondiale, sans le moindre succès, je l'ajoute tout de suite. Donc arrêtons, j'allais utiliser un très gros mot, je m'en abstiendrai. Parce que ce que j'ai entendu sur la langue et tout ça... Elle n'a pas parlé de la langue, on n'a pas parlé de la langue. Ah bah si, et comment?
Bien sûr. 9 russophones sur 10. 9 russophones sur 10 et ainsi de suite. On a utilisé les mots russophone. Russe ou pro-russe? Non, russophone aussi. Russophone, ouais. Je suis désolé. Hein. C'est ce qui a été dit. Enfin, c'est pas la langue qui Tous est les essentielle, Ukrainiens- me tous les semble-t-il, Ukrainiens dans ce sont qui a été dit. russophones. Non, pardon. C'est un élément qui a été considéré comme suffisamment important pour qu'on le mentionne. Contrairement... Enfin, allons sur l'essentiel. Alors justement, allons à l'essentiel. Ce qui n'a pas été dit. Il y a un référendum qui a été supervisé, qui est reconnu par l'ensemble de la communauté internationale, qui a été reconnu par la Russie, qui a été confirmé en 1994 par la Russie dans le cadre de l'échange, de la dénucléarisation de l'Ukraine en contrepartie de la garantie de ses frontières, Crimée comprise, signataires la Russie, les États-Unis. Et ce référendum a eu lieu en décembre 1991, 90% plus de taux de participation, donc on ne peut pas dire qu'il y a eu un manque d'intérêt. Toute l'Ukraine, chaque région de l'Ukraine, Sébastopol et Crimée comprises, vote à plus de 50% pour l'indépendance. À l'échelle nationale, c'est plus de 90%. La Crimée a été effectivement la région la moins favorable à l'Ukraine, mais elle a été à plus de 50%. Quant au référendum supervisé par M. Mariani en 2014, c'était ça la qualité de ce référendum dont on a dit qu'il était sous influence. C'est un peu comme de dire que la Wehrmacht a supervisé, Non mais sous François, influence, attendez, l'Anschluss. pardon, je mets les choses au point. Vous semblez dire qu'on avait un agenda caché. On n'a pas d'agenda caché. pardon. On met les choses à plat et puis vous réagissez. Les faits. On a dit que ce référendum n'avait pas été supervisé par l'OSCE. Non, mais je sais. Il n'y avait pas d'observateur de l'OSCE. Mais Les on a choses ont passé été beaucoup dites. plus de temps sur un référendum bidon que sur le référendum qui fonde en droit international les frontières de l'Ukraine. Oui, mais vous savez ça bien que l'idée de dire l'intangibilité des frontières, on ne va pas se lancer dans un débat, mais Comment ça, monsieur, il y a en pas de Arménie, débat. en Azerbaïdjan, on la remet en cause. Pardon, il y a L'intangibilité des il y a frontières pas- azéries, elle est remise en cause parce que dans le Haut-Karabakh, il y a des gens qui Pardon, s'estiment arméniens. Pardon, on ne parle pas du Haut-Karabakh, là on parle de la Crimée. Oui, Parce que j'ai cru bien comprendre. compris. Oui. Il n'y avait pas de controverse sur les frontières de l'Ukraine à la suite de ce référendum d'indépendance de l'Ukraine. Et les frontières ont été reconfirmées de la façon la plus solennelle et sur la base d'un élément quand même légèrement important, le facteur Non mais vous nucléaire. semblez vous agacer, François. Il n'y a pas d'agacement. Nous, on essaye d'y voir Non, mais clair. justement, Vous je suis exprimez en une train de vous analyse, apporter- mais nous, on n'en a pas d'analyse. Non, je suis désolé. Vous parlez des faits. Je vous apporte un fait. Mais parfait. Qui est le fait qu'il y a eu un référendum qui, En lui, 1991. qui a été supervisé, qui a été reconfirmé en 1994 en contrepartie. Alors, on a considéré que le nombre de russophones en Crimée était plus important que ça. Et donc, j'ai réagi aussi par rapport à l'affirmation selon laquelle la langue était un élément important. Je suis comme vous, je considère que ce n'est pas très important. Ce n'était pas la peine de le mentionner. Bon, enfin, il a été mentionné. Enfin, alors, Isabelle. Non, d'abord, ce référendum, effectivement, il est bidon, donc on ne peut pas parler de référendum, ou alors il faut accrocher le terme bidon. C'est un référendum organisé par Poutine, enfin, c'est comme certaines élections qui ont été organisées par Poutine, on bourre les urnes et on fait dire aux élections exactement ce qu'on en veut. La Crimée n'a jamais été contestée par Moscou avant que Poutine ait des ambitions impériales. Et d'ailleurs, si la Crimée devait être quelque chose et qu'elle n'était pas russe ou ukrainienne, que serait-elle? Elle serait tatare, hein, parce que c'est les Tatars qui sont arrivés en Crimée en premier, qui sont arrivés au XIIIe siècle. Ah bah oui, Oui, oui. ah bah Qui ont oui. été déportés Non, en attendez. 1944 Qui sont par arrivés Staline. au premier, donc des peuples turcs qui sont venus des steppes, et ensuite en 1792, 92, l'Empire ottoman perd contre l'Empire russe et cède la Crimée à l'Empire russe. Et on ensuite, a démarré, ensuite à la au période, XVIIIe siècle, on aurait pu remonter à la préhistoire. David, mais on a c'est démarré au important, XVIIIe siècle. c'est important. Laisse-moi David. finir, François, Oui. laisse-moi finir, parce que ensuite, à l'époque soviétique, les Tatars sont déportés
massivement de Crimée. Donc si aujourd'hui quelqu'un devrait revendiquer vraiment quelque chose, ce sont d'abord les Tatars. Ensuite, il y a un principe, c'est le droit international. Mais le droit international, qu'est-ce qu'il dit? Mais la Crimée est ukrainienne. Mais personne ne l'a jamais contesté. Pour vous poser la question avant que autrement, Vladimir Isabelle. Poutine décide qu'il veuille annexer la Crimée et d'ailleurs envahir toute l'Ukraine. Donc il n'y a jamais eu vraiment de débat là-dessus. Ce sont des Alors, faits. Jean-Dominique. C'est le droit international. Ce sont des Est-ce qu'on donnerait aujourd'hui la Je ne Corse? comprends pas pourquoi il y a Non. tant d'énervement. Mais parce que les faits n'ont pas été rappelés. Est-ce qu'on donnerait non, aujourd'hui François, les faits ont été rappelés, vous en ajoutez d'autres, et c'est très bien comme ça. Dans ces cas-là, enfin, la c'est Corse- le débat et tout va bien. la Corse peut être revendiquée par l'Italie? Un peu Jean-Dominique. de calme, chers camarades. Un peu de calme, chers camarades. En termes de droit international et de droit tout court, il n'y a aucun doute. La Crimée est ukrainienne. En termes culturels et historiques, la question, évidemment, se pose un peu plus. La Crimée a été une terre ukrainienne pendant 70 ans, de 1954 à 2014. Elle a été sous contrôle de Kiev, c'est-à-dire c'est Kiev qui dirigeait les affaires de Crimée pendant cette période. Donc c'est vrai que ça se pose. Le fait que la composition culturelle de la population soit différente d'une partie du reste de l'Ukraine, oui, notamment avec la présence de cette population turque, ceux qu'on appelle les Tatars, qui sont la population originelle. Donc c'est vrai que c'est un peu différent. Lors de ce référendum de 1991, dont personne ne conteste la validité des résultats, une majorité d'habitants de l'Ukraine, tatars, russes, ukrainiens, puisqu'à l'époque, on définissait les gens selon leur nationalité comme ça, ont voté en faveur de l'indépendance. Il n'en est pas néanmoins vrai que ça a été en Crimée assez juste, alors que dans le Donbass c'était 90%, en Crimée c'était moins de 60%, c'était un peu plus de 50%, ça doit être 53 ou 57%, j'ai plus le chiffre en tête. Donc c'est vrai qu'il y a une spécificité de la Crimée au sein de l'Ukraine. Ça c'est une réalité culturelle, historique, ça sert à rien de la nier. Pas plus que de nier qu'en termes de droit international, il n'y a aucun doute. Ça ne tient devant aucun tribunal international. La Crimée est ukrainienne en termes de droit international. Après, qu'est-ce que ça deviendra? Vous savez, le président Macron comparait ça à l'Alsace-Moselle. La comparaison est intéressante parce que culturellement, l'Alsace-Moselle est germanique. Il suffit d'aller dans un restaurant alsacien pour voir qu'on mange pas comme dans l'Île-de-France et que les noms des villes ressemblent aux noms des villes de l'autre côté de la frontière. Néanmoins, ces gens-là se sont toujours sentis français. Mais quand la France a récupéré l'Alsace-Moselle en 1918, la France a refusé qu'il y ait un référendum dans ces régions, en considérant que, ça devait revenir à la France. On avait perdu 1 300 000 hommes dans cette guerre et qu'il était hors de question de demander l'avis des habitants. Et si on avait demandé l'avis des habitants, quels habitants auraient été susceptibles de voter? Parce que des gens s'étaient installés... donc c'est compliqué. La meilleure façon de régler ces problèmes, c'est de consulter les habitants de manière transparente, alors, Jean-Dominique, démocratique. Si aujourd'hui, Un référendum en Alsace. Je n'en sais rien. Si aujourd'hui il y avait un référendum en Crimée. Mais David, depuis Est-ce que le résultat serait évident? il y a eu une politique de russification Pardon, de tous les territoires annexés par la Russie, complètement dingue, avec distribution de passeports et des gens qui ont changé de nationalité, et en plus les Ukrainiens qui ont quitté la Crimée. Donc ça ne veut rien dire. Donc il ne faut pas de référendum, La photographie aujourd'hui est bidon aussi. Regardez, aujourd'hui on ne sait pas, puisque aujourd'hui... non mais Jean-Dominique dit, la solution... Évidemment que la solution serait de faire un référendum en Crimée. C'est de savoir Dans ce cas-là, on fait d'abord revenir les Ukrainiens, mais d'abord, on rééchange les passeports. Attendez, je précise ma pensée. Il ne s'agit pas de faire un référendum sous contrôle de la Russie. Il s'agirait... Dans le cadre vous organisez un référendum dans un pays qui ne vous appartient pas. Dans le cadre d'un retour de la Crimée au sein de l'Ukraine, en fonction du droit international, de consulter les gens pour savoir s'ils souhaitent devenir ukrainiens, avoir un statut d'autonomie particulière, parce que ça peut être ça aussi, on n'en sait rien. La meilleure solution, c'est toujours de demander l'avis des gens concernés et pas de dire, eh bien, eux, ils sont ceci, ils sont cela. C'est aux gens qui habitent là-bas
de décider quel doit être leur sort. Mais, je répète, la Crimée, en termes de droit, incontestablement est ukrainienne. Général Gomard, votre sentiment? Je trouve que c'est intéressant parce que, certes, les frontières sont intangibles, mais tous les conflits dans le monde sont autour des frontières. Et un certain nombre d'endroits dans le monde, et en Europe également, où des pays sont devenus indépendants alors qu'ils appartenaient à un autre pays. Donc oui, en fait, tout est possible en réalité. Alors certes, le droit international dit que la Crimée est ukrainienne, très bien, mais il y a pas mal d'endroits dans le monde, en Afrique en particulier, en Europe, on l'a vu dans les années 90, où les gens se sont battus pour que les frontières bougent, et elles ont bougé. Donc la Crimée, ça peut être ça également. Tout dépendra du résultat de cette guerre, finalement. Au-delà de demander aux populations, je pense, qui sera le vainqueur de cette guerre. Si c'est l'Ukraine qui gagne effectivement le choix et que la Russie a reculé au-delà, je veux dire, le problème ne se posera pas. Si Zelensky perd et que la Russie gagne, eh ben on dira la Crimée restera sans doute russe. Mais je pense qu'en fait, malheureusement, on en est là aujourd'hui. Qui va gagner cette guerre? Aujourd'hui, on a affaire à deux pays qui finalement sont un peu à l'os, sont sur une ligne de front qui n'a pas beaucoup bougé ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il en sera demain ou après-demain? Petite question annexe sur ce référendum. Il est évident que ce référendum, il n'y a pas eu d'observateurs, Fanny l'a très bien dit, il n'y a pas eu d'observateurs internationaux. C'est il y a eu Thierry Mariani. Supervision russe. Bon. Mais quand on voit le score, 96%, et quand on voit la participation, est-ce que, comment dire, la marge d'erreur qu'il peut y avoir quand c'est 60, 70, ou alors on doit considérer qu'à partir du moment où il n'y a pas de supervision internationale, on peut afficher n'importe quoi et dire 96 alors que ça peut être 35. Vous savez quelle est la différence entre l'Autriche en 1937 et la Crimée en 2014? C'est 3%. 96% en Crimée, 99% pour l'Anschluss en Autriche. Alors rappelez simplement, l'Anschluss, Hitler c'était l'annexion. annexe l'Autriche. Il annexe l'Autriche en organisant 15 jours après l'annexion un référendum sous influence allemande, et dans laquel 96... Sous supervision allemande, 96%, les deux. 96% des Autrichiens, 99, pardon, des Autrichiens répondent qu'ils veulent être allemands. Le paradoxe, bien sûr, c'est que au moment où le référendum a été fait, ce chiffre n'était peut-être pas si éloigné que ça de la réalité. Et les Autrichiens ont eu le temps de changer d'avis ensuite, parce que l'occupation allemande, l'annexion, c'était pas toujours un grand plaisir. Mais l'existence de l'Autriche était niée par l'Allemagne, de la même façon que l'existence de l'Ukraine est niée par la Russie, et les frontières de 91 issues d'un référendum qui, lui, a été tenu et qui a réglé le problème. Je suis désolé, tu ne vas pas refaire un référendum sur un pays tiers sous prétexte qu'on est face à un problème compliqué. On a bien fait. Pourquoi pas? Si c'est la démocratie est toujours une bonne solution. Regarde ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie sur le processus de décolonisation. Il y a des situations inextricables. Et la meilleure façon, parfois, c'est de consulter les gens. Oui, plutôt que de se les arracher, voilà. Non, mais Jean-Dominique, peut-être que la Crimée pourrait être indépendante. Pourquoi la Crimée ne devient pas indépendante? Non, mais attends, j'admets le parallèle que tu fais sur la Nouvelle-Calédonie, parce que la Nouvelle-Calédonie, il y a eu un processus consensuel dans lequel il y a eu décision de tenir une série de référendums. Le référendum... Et la Catalogne. Le référendum a été refusé par la Catalogne. Non, mais il a été organisé. Non, il a été refusé. Il a été refusé, il n'a pas été reconnu. L'Écosse qui souhaite être indépendante, ils votent. Bon, il était consensuel. Et on ne peut pas faire 100 ans de guerre. On ne peut pas faire 100 ans de guerre. Pardon, Jean-Dominique. La Russie ne réclamait pas le retour de la Crimée, comme le disait Isabelle, jusqu'en 2014. Jusque-là, les frontières de l'Ukraine, Crimée comprise, étaient reconnues par tous, notamment par la Russie, et ceci dans le cadre d'un engagement
basé sur la dénucléarisation de l'Ukraine. C'est pas tout à fait rien, ça. Aucun doute là-dessus. Ben Les oui. Occidentaux. Et donc, à chaque fois qu'un chef d'État étranger va dire « je veux que ce morceau de pays m'appartienne à moi », C'est pour ça que c'est inacceptable. c'est ce qu'il a fait en 2014. Il a organisé un référendum, comme tu le suggères. Bon, les Occidentaux. Bien sûr, le droit, c'est le mantra des relations internationales pour les capitales occidentales. Aucune n'a reconnu la validité de ce référendum. La Russie a même été sanctionnée. Fanny l'a rappelé tout à l'heure. Pour autant, est-ce que vous avez le sentiment que les Occidentaux soutiennent autant l'Ukraine lorsqu'elle dit « je vais reprendre la Crimée » qu'ils soutiennent l'Ukraine quand elle dit « je veux reprendre les territoires conquis depuis le 24 février » Est-ce que vous avez le sentiment que les Occidentaux soutiennent de la même manière? Je pense que c'est une question qui met mal à l'aise les capitales occidentales et que de nombreux dirigeants qui soutiennent aujourd'hui l'Ukraine aimeraient, ou en tout cas auraient bien aimé que Volodymyr Zelensky accepte de négocier et que la Crimée soit non pas accordée à la Russie, mais qu'elle soit mise entre parenthèses, avec un statut un peu particulier. On avait parlé au début d'un statut à la Hong Kong, 90 ans, ou un truc comme ça, et on réglera le problème quand Vladimir Poutine ne sera plus là. Ça, c'était avant. Et c'était avant les contre-offensives ukrainiennes, et avant cette détermination ukrainienne à vraiment reprendre la Crimée aujourd'hui. Et je pense, moi, je peux me tromper, mais que même le président français et que même le président Biden, s'ils sont toujours un petit peu mal à l'aise, ils ont compris, en fait, parce que Volodymyr Zelensky n'a pas cédé, que en fait, l'histoire va être écrite par les Ukrainiens et qu'elle pourrait bien se terminer de cette manière-là. Et j'en veux aussi pour preuve que, d'après ce que j'ai cru comprendre de plusieurs sources américaines, les Américains ont en quelque sorte sécurisé un montant d'armes suffisant pour que l'Ukraine puisse tenir jusqu'au mois entre avril et juin. Et par ailleurs, quand on parle aux Ukrainiens, aux militaires ukrainiens, leur idée, eux, c'est d'avoir en fait récupéré l'intégralité des territoires, y compris la Crimée, justement avant l'été. Donc, je pense que les Occidentaux sont en train de réaliser que, en fait, ils ne pourront pas l'empêcher. Parce qu'on ne peut pas dire d'un seul côté, il faut que l'Ukraine retrouve l'intégrité de son territoire. Et bien sûr, la Crimée est ukrainienne parce qu'elle est ukrainienne selon le droit international. Et empêcher à Volodymyr Zelensky de récupérer la Crimée. C'est compliqué à défendre, ce point de vue. C'est-à-dire, même si le point de vue qu'on a beaucoup entendu, en tout cas au début de la guerre, c'était l'Ukraine doit récupérer tous les territoires conquis par la Russie depuis le 24 février. Vous savez, David, là, ça va au-delà, les dirigeants occidentaux sont mal à l'aise avec cette histoire depuis le début. Et d'ailleurs, quand les accords de Minsk, qui avaient gelé la guerre dans le Donbass, enfin semi-gelé, en 2014, après l'annexion de la Crimée, organisée signée par Angela Merkel, Emmanuel Macron, François Hollande, le président russe, et Poroshenko, son homologue ukrainien. Les Russes avaient réussi à obtenir et à faire pression sur Angela Merkel et sur François Hollande en faisant en sorte que le mot Crimée ne soit pas prononcé et ne soit pas inscrit dans l'accord. C'est pour ça que l'accord de Minsk, à la fin, enfin je veux dire d'ailleurs même au début, ne concerne que le Donbass. Donc la question a été oubliée volontairement, mais elle ressurgit. Parce qu'effectivement, ils étaient mal à l'aise. Ils ne savent pas tellement sur quel pied danser. Peut-être parce que ce que dit Jean-Dominique, c'est qu'il y a la réalité du droit. Et puis, il y a malgré tout l'histoire et la démographie. Parce qu'il y a la peur de la menace de Vladimir Christophe, Poutine. votre sentiment sur le soutien occidental à une reconquête? Oui, parce que la Crimée, c'est la menace nucléaire. David, déjà, en 2014, Vladimir Poutine a reconnu en 2015 à la télévision qu'il aurait utilisé l'arme nucléaire pour défendre l'annexion de la Crimée si d'aventure l'Occident avait voulu s'y opposer. Donc la Crimée, c'est le nucléaire, jusque-là. En même temps, les lignes rouges de Vladimir Poutine, comme le disait Fanny, je vous elles ont explique été pourquoi transgressées. on était mal à l'aise en 2014. Oui, ça a sans doute évolué, parce qu'au départ, Zelensky lui-même était prêt à négocier en parlant du Donbass et de la Crimée, au tout début de la guerre, quand l'Ukraine perdait. Et ensuite, quand il a vu que son armée remontait en puissance et résistait bien, à ce moment-là, il a réclamé la Crimée. Et depuis, effectivement, c'est ce qu'on nous a très bien montré, il réclame la Crimée. Est-ce que militairement, il a les capacités de reprendre la Crimée? Je n'en suis pas sûr aujourd'hui. Parce qu'on voit bien que les deux armées patinent de part et d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il en sera au mois de mai-juin? Je n'en sais rien. Parce que finalement, Zelensky cherche, lui, à entraîner l'OTAN dans cette guerre, et l'OTAN qui ne veut pas y rentrer. Et de l'autre côté, on a un Vladimir Poutine qui ne lâchera pas, ou alors il va falloir le mettre mal militairement,
ni le Donbass, ni la Crimée. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il cherche à consolider. Et toutes les tranchées qu'il construit, en fait, c'est pour résister à un éventuel assaut. Même, imaginons un assaut par la mer. Et d'après vous, Général Gomard, la Crimée, comment dire, c'est encore plus difficile à reconquérir que la région de Kherson, hormis la ville de Kherson qui est déjà prise, ou que le Donbass? Oui, très compliqué parce qu'en fait, c'est une presqu'île. Et en fait, sur le plan terrestre, c'est difficile d'y accéder. Donc en fait, militairement, ça va être compliqué, à moins de bombarder et de tout détruire, ce que peuvent très bien faire les Ukrainiens grâce aux armements donnés par les Occidentaux. Mais ça me paraît très compliqué militairement de conquérir. Les Russes arrivent facilement à conquérir la Crimée au départ, parce qu'en fait, ils agissent par surprise. Ils ont des Russes qui sont déjà en Crimée, et donc en fait, ils le font sans coup férir, finalement, par surprise. Ce qu'ils espéraient faire à Kiev et qu'ils n'ont pas réussi, ils l'ont fait très bien en Crimée, de manière assez remarquable sur un plan militaire. François. Oui, je voudrais aussi rappeler un précédent historique qui explique en partie la nervosité des Occidentaux sur cette affaire. Ce sont les États baltes. Les États baltes ont été annexés par l'Union soviétique en 1939, en 40 et 41, à la suite du pacte Hitler-Staline. Les soviétiques organisent des référendums, naturellement, cher John Zbigniew, qui sont emportés, cher David, à 99% par l'Union soviétique pour l'incorporation. Aucun État occidental ne va, à part la Suède, imprudente, ne va accepter cette annexion. Donc jusqu'à la fin de l'Empire soviétique, qui a lieu 50 ans plus tard, on n'a pas reconnu, on n'a pas rendu l'or des banques centrales baltes à l'Union soviétique, on n'a pas donné les bâtiments des ambassades de ces pays à l'Union soviétique, et ainsi de suite. On n'a jamais reconnu cette annexion. On n'a jamais reconnu, et c'est ce qui a rendu relativement facile et plus rapide que pour le reste de l'Union soviétique la reconnaissance de l'indépendance des États baltes en 1990-91 sous Gorbatchev. Donc les Occidentaux, qui n'ont pas moins de mémoire que d'autres, savent qu'il y a un vrai risque à insulter l'avenir, parce qu'effectivement, le sort de la guerre, et le général a totalement raison, c'est la guerre qui va décider si la Crimée reste russe. Si votre question c'est est-ce que la Crimée est russe? Oui, la Crimée est russe parce que les troupes russes s'y trouvent. Si elles y restent, il y a des chances pour que la Crimée reste russe. Mais est-ce qu'elles y resteront dans 1 an, dans 10 ans ou dans 50 ans? Nous ne le savons pas. D'accord. Simplement, sans la décision de Khrouchtchev en 1954 de transférer la Crimée à ce qui était finalement, enfin, c'est pas le bon mot, mais une région administrative de l'URSS. L'Ukraine, c'était ça. Oui, l'Ukraine, c'était pas un pays indépendant. Je réponds sur ce point particulier. Une fois qu'il a déporté les Tatars en 1944, Staline va effectivement incorporer la Crimée, non pas comme une région administrative spéciale, mais comme un oblast, comme un autre, dans l'Union soviétique. Et la russifier. Et il a russifié. Et donc, l'Ukraine a été russe, enfin soviétique russe, au sens plein du terme, pendant 9 ans. Non pas pendant 240 ans, comme le laisse supposer l'histoire qui nous a été livrée. Elle est restée russe de chez russe pendant cette période sous Staline, que Khrouchtchev va annuler. Non, mais sous Potemkin... Mais oui, mais ils ne sont pas russes. Non, les Ukrainiens, les Criméens sont tatars, ils sont incorporés à l'empire tsariste. C'était un empire, il était multinational. Il y avait les Polonais, il y avait les Finlandais, il y avait des tas de gens qui n'étaient pas russes, qui faisaient partie de l'empire russe. Et Poutine essaye de recréer un empire comme celui-là. Ouais, et puis on avance après. Là, il ne fait aucun doute aujourd'hui que les autorités ukrainiennes, que Zelensky et le peuple ukrainien veulent récupérer la Crimée. Ça, c'est un objectif stratégique pour eux, politique. Et je pense qu'aucun dirigeant ukrainien n'est capable aujourd'hui de dire on va renoncer à la Crimée. Pas après les 10 mois de guerre, pas après ce qui s'est passé. Donc, évidemment, ça s'impose aux Occidentaux qui, comme l'a très bien expliqué Isabelle, ne sont pas très chauds sur cette affaire. Mais après, il y a le principe de réalité. Le principe de réalité, c'est que les Ukrainiens
veulent récupérer la Crimée et qu'ils en sont peut-être capables, parce que leur armée montre quand même une certaine efficacité par rapport à une armée russe qui montre beaucoup moins d'efficacité. Et que prendre la Crimée, lorsque la Crimée a été prise, puis reprise pendant la Seconde Guerre mondiale, ça s'est fait. C'est compliqué, mais ça s'est fait. Lorsque von Manstein prend la Crimée en 41, septembre 41, je crois, il met 2 mois pour prendre la Crimée, hein, face à l'armée rouge. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire. Quelques images et les violons russes pour terminer ce débat. Voilà le clip qui est diffusé par Moscou pour inciter les Russes à continuer et même à aller encore plus prendre leurs vacances en Crimée. Parce que pour beaucoup de Russes, la Crimée, c'est un peu la Côte d'Azur. Et donc on va sur les bords de la mer Noire, dans toutes ces résidences. Quand on va en Crimée, on se rend compte que c'est une terre de tourisme, qu'il y a beaucoup de stations balnéaires qui donnent sur la mer Noire. Pour nous, c'est pas forcément très attractif parce que le sable est sombre et que la mer est sombre. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle la mer Noire.